Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti. That's when I decided to hack you. Whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Salut à tous et bienvenue dans cette édition spéciale du podcast d'Axe Open. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un podcast hors série consacré à une étude qu'on a menée en interne sur la conso énergétique des frameworks et qu'on a publiée récemment sur notre site web. On vous mettra bien sûr le lien en commentaire pour que vous puissiez aller voir ça. Aujourd'hui, on a fait le choix de vous en parler un petit peu de vive voix pour expliquer justement pourquoi on a fait cette étude, comment est-ce qu'elle a été réalisée et finalement quelles conclusions on en a tirées. J'ai avec moi autour de la table donc des gens qui ont participé bien évidemment à la réalisation de l'étude. Il y en a que vous allez forcément reconnaître. On a Philippe, le Javaman aigri. Arrête. On a Arthur, JavaScript Lover. Toujours. Nathan, monsieur prof du code. Salut. Et on a Romain, attention, accrochez-vous, la pierre angulaire. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est Arthur qui l'a trouvé. C'est joli. Et on trouvait ça assez chouette. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, dans les grandes lignes, pour ceux qui ne la connaissent pas, sur quoi porte cette étude ? Philippe, je vais te c'est moi qui m'y colle. C'est toi qui t'y colle. C'est le démarrage. Alors, on était tombé il y a quelques années sur un article qui évaluait les performances énergétiques des principaux langages de développement. Donc vraiment au niveau bas niveau, au niveau code pur, qui comparait des algorithmes les uns par rapport aux autres, différents langages, et puis ils étudiaient la consommation énergétique, CPU, RAM de ces différents langages. Et en fait, on se posait la question de se dire, est-ce qu'on pouvait reproduire ce type de test, mais à un niveau framework? Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans le monde du développement, et en tout cas dans le monde qui est le nôtre, on utilise souvent des frameworks et on fait souvent des API. Donc on a voulu voir si, au niveau API, en utilisant les frameworks standards du marché, on arrivait à avoir des différences de consommation qui étaient perceptibles, je veux dire, à un niveau mesurable. Ok, parce que qu'est-ce que tu reproches exactement, en tout cas aux études qui puissent être faites déjà sur des sujets de consommation, c'est qu'ils sont finalement trop loin de la réalité? Alors oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait les études qui existent, elles sont hyper théoriques sur des algos standards, il y avait du Dijkstra, du Astar, des choses comme ça, qui correspondent pas du tout à l'usage qui en est fait aujourd'hui. C'est-à-dire que, alors je modère mes propos, c'est des algos qui sont utilisés partout dans le monde et tout ça, mais en tout cas en tant qu'acteur de développement web, on a l'habitude de faire des API qui vont persister des données en base, donc avec un framework classique. Et en fait, on est très très loin de coder des algorithmes de manière entre guillemets pure. On utilise toute une stack technologique ou un environnement technologique qui pouvait ou pas avoir un impact sur la consommation. Et l'objectif, c'était vraiment ça, c'était de se dire, est-ce qu'on était capable de mesurer l'impact des frameworks, et est-ce que les frameworks avaient un impact sur la consommation énergétique, ou en tout cas, est-ce qu'on pouvait mesurer des différences entre les différents langages / frameworks des technologies. Okay. Tu parles de consommation. Aujourd'hui, réellement, en fait, quand on fait de l'informatique, qu'est-ce qui consomme ? Alors, ça, c'est un vaste sujet qu'on ne pourra pas traiter là pour savoir qu'est-ce qui consomme, mais globalement, il faut revenir à la base, c'est-à-dire que qu'est-ce qui consomme, c'est effectivement l'ordinateur en tant que tel, sa consommation énergétique. D'accord ? On va se focaliser dans le podcast d'aujourd'hui sur la consommation énergétique à l'usage. On ne parle pas de la consommation énergétique de la construction ou de la destruction des ordinateurs, on parle vraiment à l'usage, qu'est-ce que ça tire sur la prise électricité. Et là, globalement, sans entrer dans les détails et en première approximation, en grosse approximation, c'est globalement ce que vous allez faire de l'usage de la machine et des calculs que vous allez lui demander qui vont consommer, qui vont maximiser la consommation. D'accord. Évidemment, si vous faites beaucoup d'accès réseau, beaucoup d'accès disque, vous allez avoir une consommation différente, mais dans le cas pratique qu'on a utilisé, c'est essentiellement l'usage du CPU qui va emporter la consommation générale de l'ordinateur, en ordre de grandeur. Comment vous êtes pris pour faire l'étude ? Comment ça a démarré ? C'est quoi les coulisses ? C'est pour moi aussi, c'est ça? C'est bien parti. C'est ton bébé. C'est ton bébé. Comment on s'est... Alors, on a mis longtemps, on a beaucoup tergiversé au début, dans les premières discussions qu'on a eues avec toute l'équipe sur comment on allait mesurer, qu'est-ce qu'on allait mesurer, qu'est-ce qui était significatif de mesurer. Donc ça a été des grandes discussions en interne pour savoir quelle était la bonne approche pour essayer d'être au plus juste. Et notre objectif, c'était vraiment, je le répète, c'est d'être au plus proche de ce qu'on fait dans la réalité, pas dans un cas théorique, pas dans un cas optimisé, mais vraiment d'être au plus proche de la réalité. Je pensais qu'il y avait une suite. Okay. Et vous êtes basé sur quoi comme, du coup, une fois que vous avez un peu tergiversé, etc., vous êtes dit, on va peut-être partir sur quelle technologie, quel framework et quel cas finalement
Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'avec Arthur ici présent, on a défini ce que c'était que la tâche qu'on voulait mesurer, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous paraissait significatif comme tâche qu'on mesurait. Donc ça, je laisserai à Arthur l'expliquer après. Et derrière, ce qu'on a dit, c'est qu'on a utilisé les principales combinaisons de frameworks / langage qu'on a l'habitude d'utiliser. Alors, je préfère le dire, on n'a pas utilisé toute la Terre, parce qu'il y a des centaines si vous faites la combinaison des langages de programmation / des frameworks, vous en avez des milliers. Donc, on s'est concentré sur ce qui nous paraissait être, en tout cas, la majorité du marché, et en tout cas, ce que nous, on utilise majoritairement en interne aussi chez Axopen. Il y avait quoi, du coup? Il y avait Java? Alors, les combinaisons, ça sera toujours une technologie, un framework, parce que c'était l'objectif. Donc, on va avoir du Java Spring Boot, d'accord. On va avoir du Node.js Express, donc JavaScript, Node.js / Express. On va avoir du PHP Symfony, on va avoir du .NET, du C# .NET Core, et le dernier, on va avoir du Rust avec Rocket. Okay. Et donc, tu parlais de la réalisation, que vous êtes basé en tout cas sur une tâche pour faire les comparaisons. Arthur, tu peux nous en dire plus sur qu'est-ce que vous avez choisi, pourquoi Alors, pour commencer, on s'était un peu plus focalisé sur les accès bases. On se disait qu'il fallait vraiment qu'on fasse des accès bases, donc on était parti sur globalement 20% d'accès en écriture et 80% d'accès en lecture. Et on était parti sur globalement que des accès bases, donc il y avait quasiment pas beaucoup de traitements faits côté API, et il n'y avait pas beaucoup de données. Et donc on avait commencé à faire nos tests sur ça. Donc on a testé pour commencer. On a fait juste Node, C# et Java. On n'avait pas encore mis PHP et Rust. Et donc on a commencé à faire ce test, et en fait on s'est rendu compte que c'était un peu léger, et que par rapport à ce qu'on faisait nous dans la vraie vie, on avait plus de la désérialisation de JSON avec des données un peu conséquentes, des liens en base avec des jointures, des clés étrangères, etc. Donc on a un peu repris les tâches, et au final on a fait quelque chose où on avait plusieurs niveaux de profondeur et de relation dans la base de données, où on avait des données un peu plus conséquentes à récupérer quand on faisait un get, quand on faisait un select, donc avec à peu près 1 méga de données, avec des updates un peu plus conséquentes, pour qu'on ait vraiment quelque chose qui se rapproche le plus possible de la réalité. Donc on est parti sur un projet vraiment existant, on a enlevé un petit peu toutes les fioritures, et on s'est dit ok, ce sera ça la base. Et ensuite on l'a décliné sur tous les langages qu'on avait voulu faire, donc les 3 premiers pour commencer. Et au final, avec les résultats qu'on a eus, on a voulu continuer les tests, notamment sur PHP, parce qu'on a encore quelques projets en Symfony. Et après, on a voulu vraiment pousser le vice en utilisant le Rust, que nous, on n'utilise pas personnellement à Axopen, enfin, pas professionnellement à Axopen en tant que framework d'API, mais qui nous semblait prometteur et qui avait l'air très intéressant au niveau performance. Donc, on s'est dit qu'on allait développer aussi l'API en Rust. Et au final, on avait des tests de récupération. Alors, c'était un système de chantier avec des personnes qui étaient assignées au chantier, avec des journaux, des imputations, etc. Donc, on récupérait quasiment 1 méga de données. Et ensuite, on a utilisé JMeter pour faire les tests de performance, où en fait, on a envoyé le plus possible de requêtes à notre petit serveur. Et ensuite, on a calculé combien ça a consommé sur une durée qu'on a mis de plus en plus longue pour voir un petit peu et faire des comparaisons entre le temps, la puissance, etc. Et ça a donné quoi comme résultat? Alors, avant de passer à l'onglet résultats, on va faire encore un peu de teasing. Sur le protocole de test qu'on a mis en place, donc effectivement, on avait JMeter qui simulait une activité sur un serveur, le serveur qui calculait. Et après, la question, c'est comment on mesure effectivement la consommation énergétique. On a eu plein de débats en interne, plein de manières de faire. Alors, on aurait pu avoir des sondes logicielles qui mesurent finalement ce que fait la machine. On a préféré en fait avoir une mesure qui nous paraissait la plus pure, c'est qu'on a mis vraiment d'aller mesurer ce qui était consommé réellement directement sur la prise électrique. Donc, on a fait ça comment? On a branché un wattmètre, c'est un petit outil que vous pouvez trouver, ça doit coûter 50 balles sur Amazon là-dessus, qui vous mesure en fait vraiment le courant effectif qui passe et qui alimente votre serveur. Donc, l'avantage de cette mesure-là, c'est qu'on voit réellement la courbe de charge énergétique de la consommation du serveur. La limite de ça, c'est que ça dépend aussi du serveur que vous utilisez, quoi. Néanmoins, nous, dans le cas réel, c'est qu'on a pris une vraie lame serveur telle qu'il existe dans les data centers, qu'on a branché réellement là-dessus, et on a pu mesurer une consommation une mesure qui nous paraissait la plus pure possible, et qui nous a permis de comparer sur un pied d'égalité différents frameworks dans différents contextes. La limite de ça, c'est qu'effectivement, on a utilisé une lame serveur, et ce n'est qu'une lame serveur. Donc potentiellement, il n'y a qu'un processeur, donc il y a des instructions qui sont spécifiques à ce processeur et compagnie. Et du coup, chacun des langages peut peut-être se comporter différemment sur différents serveurs. Mais en tout cas, voilà, c'est notre protocole de mesure tel qu'on a mis en place.
Et pour éviter aussi le plus possible d'appels réseau, on a pris le parti de mettre la base de données sur le même serveur. Ce qui fait que la base de données consomme un peu plus, mais on n'avait pas les appels réseau qu'on n'aurait pas vraiment pu quantifier et qui sont importants aussi au niveau consommation. Du coup, on avait la base de données qui était sur le même serveur que les API. Et par contre, le JMeter, qui lui est quelque chose qui consomme beaucoup, était utilisé sur un PC externe et on appelait directement en Ethernet le réseau local avec notre API dessus. Donc, voilà, on a fait des concessions pour se dire qu'est-ce qu'on met sur le serveur, qu'est-ce qu'on met pas sur le serveur. D'un point de vue architectural, effectivement, ça n'a pas de sens de mettre la base de données, on le ferait pas en mode production, mais par contre, si on veut comment on appelle ça, s'alléger de l'aléa qui potentiellement est des allers-retours serveurs qui avec un temps non constant, on a préféré la mettre directement sur la machine. Tout à fait. Après, pareil pour les. On avait quand même gardé quelques sondes du coup sur un autre ordi, mais qui surveillaient aussi forcément le CPU et l'utilisation de la RAM, parce que c'est des métriques qui nous semblaient très importantes aussi pour l'analyse qu'il allait avoir après. Du coup, on a gardé ces deux métriques-là, le CPU et la RAM. On parle des résultats. Et non, pour ça, il faudra lire l'article. Allez, salut, à demain. Oui, alors on peut parler des résultats. Alors on va essayer de le faire de manière synthétique. Globalement, de ce qu'on a pu mesurer dans le truc, c'est qu'on retrouve un écart de consommation significatif entre les différents frameworks. Donc la première surprise, si je puis dire, qu'on a eue, c'est qu'on pouvait mesurer quelque chose de significativement différent entre les différents langages de programmation pour la même tâche effectuée. Ce qui s'explique pour plusieurs raisons. Déjà, les tâches ne prenaient pas du tout le même temps à s'exécuter sur les différents serveurs. Si vous demandez au serveur de faire 100 fois quelque chose en Rust, il prenait sensiblement moins de temps qu'il le prenait en Java, qu'il prenait sensiblement moins de temps qu'il le prenait en PHP, si je prends un exemple. Donc le résultat de l'étude, et c'est un résultat qui nous paraissait important, c'est qu'effectivement on retrouve un écart de consommation énergétique à l'usage de ces frameworks. Et on retrouve des écarts significatifs entre ces langages, et on retrouve quasiment le classement tel qu'il avait été fait dans les différents articles qui avaient été faits précédemment. Okay. Donc on retrouve, et c'est pour ça que tout à l'heure Arthur a introduit Rust comme un langage de programmation. Pourquoi on a introduit Rust ? Rust, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un langage qui est compilé. Là où Java et .NET sont des langages et C# sont des langages qui sont semi-interprétés, et là où des PHP et Node.js sont des langages qui sont pleinement interprétés. Donc on a différents types de langages. Je rentrerai pas dans le détail aujourd'hui, c'est pas le sujet, mais il y a différents types de langages, et c'est pour ça qu'on a voulu tester ces différents types. En commentaire d'un des posts LinkedIn, on avait la question de Python. Python est un langage parfaitement interprété. Il faudrait le rapprocher du JavaScript ou du Node.js. Mais on n'a pas fait ou PHP, mais on n'a pas fait le test dans ce test-là. Aussi parce qu'on ne fait pas d'API en Python. On avait déjà des langages interprétés, donc ça ne nous semblait pas intéressant. Pas pertinent, mais en tout cas, moi j'invite ceux qui vous posent cette question à poursuivre l'étude sur ces côtés-là. Donc tu dis, première conclusion, écart significatif. Première conclusion, écart significatif entre les langages. Petite précision, tout de suite, qu'on soit clair, dans cet article, on n'a pas pour vocation à dire JavaScript, c'est mieux que PHP, qui est mieux que .NET, qui est mieux que Java. On est tout à fait conscient que les langages ont des capacités, des contextes d'exécution différents, qui répondent à des besoins différents. Donc notre objectif, ne nous trachez pas en commentaire, on n'en avait absolument rien à faire de prouver que quelqu'un était mieux que quelqu'un d'autre. C'est pas le sujet. Le sujet, c'était de se dire, est-ce que dans les frameworks tels qu'on les utilise, on pouvait, si on prenait en compte la considération énergétique, est-ce qu'il y avait un impact significatif ? Surtout qu'on est aussi sur quelque chose qu'on a essayé de rendre le plus proche de la réalité possible, mais en même temps, par souci de praticité, on a fait des tests de performance où on blindait les serveurs, dans le sens où, pour Rust par exemple, il y avait 3000 requêtes secondes, ce qui n'est pas une utilisation entre guillemets classique d'une API, à part pour des très très grosses applications, et pour les applications internes comme nous on fait, on va pas être sur des charges à 800 requêtes secondes. Donc pour accélérer les tests aussi, on s'est dit qu'on allait utiliser la charge maximale, mais du coup ça fait que les frameworks qui sont plus puissants, qui sont plus performants au niveau exécution, font qu'ils font beaucoup plus de requêtes, et donc ils finissent plus rapidement de traitement, et donc entre guillemets ils consomment moins. Ouais. Et donc c'est aussi ce qu'on a vu. Et ça, effectivement, c'est la deuxième instruction majeure, c'est qu'effectivement le temps de traitement est prioritaire dans la consommation énergétique. C'est-à-dire que plus votre traitement s'effectue de manière rapide, moins il consomme d'énergie. Ce qui peut paraître évident, encore fallait-il le mesurer. Ce qu'on voit, en tout cas, quand on regarde la courbe d'usage des CPU, la courbe d'usage de la RAM, elles peuvent être différentes d'un langage à un autre. Par exemple, sur l'utilisation de la RAM, on a des différences significatives entre différents langages.
Par contre, le CPU est prépondérant dans l'usage de la consommation énergétique. Et ce qu'on constate, c'est que globalement, tous les langages sont faits pour aller optimiser au maximum. Enfin, c'est-à-dire que le limitant dans leur capacité d'exécution, c'est le CPU, dans le scénario qu'on a pu utiliser. Et donc, du coup, l'usage fait que c'est le temps qui a emporté la consommation énergétique de ces frameworks-là. Donc, la chose à retenir, c'est qu'effectivement, le temps de traitement des requêtes, c'est prépondérant par rapport à tous les autres facteurs, en tout cas dans l'étude qu'on a menée, avec tous les guillemets et tous les étoiles astérisques qu'on peut y mettre. Et c'est ça qui faisait que, par exemple, Rust était très loin devant, très les langages type Java, .NET, qui étaient quand même très loin devant les langages PHP/JavaScript. Là, aujourd'hui, en termes de consommation, là, par rapport aux différents frameworks que vous avez testés, du coup, c'est Rust qui arrive. Ah oui, alors je sais pas, est-ce que tu as les ratios en tête, mais on était. Je crois qu'on est sur du 10 fois par rapport à du Java, et après le Java est lui-même 3-4 fois par rapport à du Node. Si on prend les 3 grandes catégories, Node, PHP, Java, .NET. Quand tu dis Java, c'est aussi C# et pareil. Oui, c'est C#. C'est les 3 grandes catégories, comme on disait. L'autre chose, et je pense qu'il est important de préciser, qu'on n'a pas volontairement essayer d'optimiser les frameworks. C'est-à-dire qu'on a utilisé les distributions de frameworks telles qu'ils étaient donnés par les fournisseurs de frameworks sans chercher à faire de l'optimisation. Pourquoi ? C'est un parti pris. Je suis sûr que si vous étiez développeur expérimenté, s'il y a des gens qui sont expérimentés qui nous écoutent, ils auraient probablement tuné leur serveur pour faire en sorte que la tâche s'exécute plus vite. Typiquement, on a utilisé tous les ORM de base, Hibernate, Entity, on les a utilisés, donc les requêtes sont générées par les ORM de base. Donc ça peut jouer ça aussi. Et pourquoi on a fait ça là, comme tu dis, Romain, on a utilisé les ORM de base et la configuration de base des serveurs parce qu'on voulait pas, parce que dans la vraie vie, dans 99% des cas, les développeurs laissent les choses telles qu'elles ont été fournies en standard. Et donc, ça nous paraissait plus pertinent encore une fois, on voulait faire dans la vraie vie là-dessus. Effectivement, si j'avais eu le cas métier d'optimiser cette tâche, par exemple en Java, j'aurais viré l'ORM, j'aurais commencé à coder en natif les requêtes, enfin, j'aurais travaillé les choses pour être beaucoup plus performant, mais ça n'aurait pas été significatif par rapport à l'usage réel qui est fait des frameworks aujourd'hui. Après, on n'a pas cherché à optimiser, mais ça n'empêche que l'utilisation qu'on a fait des ORM n'était pas non plus une utilisation, ce que je peux dire, de bête. On les a utilisés, on va dire, intelligemment pour pas que le résultat soit catastrophique, mais on n'a pas été optimiser des petits réglages à droite, à gauche. Enfin, c'est vraiment quand même une utilisation très classique des différents ORM qui était principalement, je pense, la source optimisable. Ah, puis l'idée, comme vous le disiez, c'était de partir aussi sur un même pied d'égalité sur les. Que si tu commences à optimiser à droite à gauche, machin. Voilà. En plus, ça aurait été piégeux parce qu'on a des niveaux d'expertise plus forts, par exemple, sur du Java que par exemple sur du Rust. Et donc, du coup, on aurait potentiellement aidé Java et dédié, enfin, pas aimé Rust. Après, Rust avait quand même pas mal d'avance. Je pense que même sans aucune optimisation. Vous avez tiré d'autres enseignements à part ces deux-là de cette étude ? Ou c'est vraiment les deux principaux Non, je pense que c'est les deux principaux. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une différence. Il y a des questions à se poser sur la manière dont on développe. Donc, il faut vraiment que nous, en tant qu'acteurs de développement, on se pose des questions de qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire. Sachant que il faut mettre un peu en perspective les différents langages. Alors, s'il y a des gens qui ne sont pas familiers des différents niveaux de langage, pourquoi il y en a qui sont interprétés, semi-interprétés ou complètement compilés, il faut revenir un peu à la genèse de l'informatique et pourquoi on a fait des langages de plus en plus, je vais dire évolués, même si le terme est toujours à prendre avec des guillemets. Pourquoi on a fait du JavaScript et pourquoi on n'a pas fait beaucoup de Rust ou du C++ ou ce genre de choses? C'est parce qu'on a voulu faciliter la vie du développeur. C'est-à-dire que plus vous montez dans les langages de programmation, plus ils sont simples à prendre en compte, ils sont simples à développer. Mais cette simplicité d'usage au niveau du développeur, cette simplicité d'expression des choses, elle va au détriment de la performance énergétique de l'application. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas du tout pris en compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous parlez à un développeur lambda de manière non péjorative, il va vous dire moi je préfère ce langage parce qu'il est hyper facile à utiliser, je peux aller hyper vite pour coder mon truc, et puis je peux faire 12 fonctionnalités en 3 lignes et compagnie. Et en fait, cette simplicité réelle que le développeur perçoit, elle se fait au détriment d'autres choses. D'accord. Et ça, en tant que client, si vous êtes client final et vous avez une application, finalement, le choix du langage, le choix du framework a un impact très significatif sur la consommation énergétique que vous allez avoir. Mais ça a aussi un impact sur le coût initial du projet. Mais ça a aussi un impact sur le coût initial, parce que plus vous développez de, entre guillemets, bas niveau, alors j'aime pas, c'est haut, bas niveau, parce que c'est pas significatif, mais si vous développez dans un langage type
type Rust / C++ ou des langages compilés, en fait, la marche d'entrée pour y arriver, elle est plus élevée parce que c'est compliqué de coder dans ces langages. Il y a des fuites mémoire, enfin pas en Rust, mais il y a des choses qui sont compliquées à appréhender et les développeurs sont moins formés pour le faire. Et du coup, quand on a mis Diesel en place. Oui, très clairement, on a eu des erreurs. La marche, elle est un peu plus élevée, quoi. La marche est un peu plus élevée, mais par contre, vous avez une performance énergétique qui est bien supérieure. Vous pensez que là, donc en réalisant cette étude, tu disais, ça nous amène à nous poser en tant que développeurs finalement un peu des questions. Est-ce que vous pensez que ça va avoir des conséquences, ou en tout cas, est-ce que ça vous donne envie d'aller creuser un petit peu ces sujets-là, et est-ce que vous allez réfléchir autrement dans l'avenir sur finalement les projets que vous faites ou les choix technologiques que vous faites? Alors, la question c'est est-ce que ça va avoir un impact sur ce qu'on fait? Oui. Est-ce que ça va avoir un impact majeur sur ce qu'on fait dans les prochaines années? Oui, évidemment, parce que pour plusieurs raisons. Déjà, le coût énergétique, l'énergie, c'est une évidence de dire ça, mais devient de plus en plus cher. Et globalement, les data centers sur lesquels on héberge nos applications nous facturent l'énergie qui rentre dans leur data center. On fait en grosse maille, en grosse résumé. On a déjà, au micro de ce podcast, commencé à parler du serverless et tout ce qui est contexte d'exécution sans serveur, où on nous facture finalement le temps d'usage CPU, le temps d'usage réseau, enfin vraiment à la consommation. Et du coup, ces coûts qui vont être de plus en plus élevés, ils sont aussi à ramener au fait que on code plus ou moins efficacement la chose qu'on a codé efficacement. Alors, ça n'a pas douté, avec mon ami Nathan qui est à côté de moi, on est un peu des fanatiques de la performance et de l'efficacité de ce qu'on code. On peut pas maintenant oublier la question de se dire, si on part avec un framework qui est 1000 fois moins performant que le framework qu'un autre framework, on peut faire tout ce qu'on veut en termes d'optimisation. Si on a déjà un rapport 1000 par rapport à ce qu'on aurait pu faire, il faudra qu'on se pose la question de se dire, pour les nouveaux développements qui ont besoin de performance et où le coût d'hébergement peut avoir un impact, où on veut avoir cette maîtrise de la consommation énergétique, quel framework on va prendre en compte. Mais ce choix technologique n'est qu'un des facteurs du choix technologique au sens large, parce qu'il y a tout un tas d'autres facteurs à prendre en compte, la maintenabilité, la capacité des équipes à mettre en place, le long terme, le fait qu'il y ait des mises à jour. C'est malheureusement le choix technologique n'est pas. On peut pas faire un choix technologique sans prendre en compte un millier de facteurs. Oui, il y a plein de trucs à prendre. Mais en tout cas, ça sera un facteur supplémentaire. Un facteur supplémentaire, un éclairage différent sur les choix des technologies qu'on pourra mettre en place. Et j'aimerais rajouter aussi qu'on a aussi fait on a essayé de faire le test de faire du natif. C'est ça. C'était compiler l'application Java en natif, mais juste pour, on va dire, en termes de test de notre côté, c'était pas dans le même but que l'article. Pour voir si vraiment on avait une différence de performance énergétique de consommation avec donc c'était du Spring Boot compilé en natif et .NET Core. Et après les tests, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait aucune différence. La seule différence par rapport à Java, c'est que Java prenait un tout petit temps de préchauffage de quelques milliers de requêtes, ou on va dire les 30 premières secondes quand on lançait la première fois le JMeter avec Java, il était beaucoup plus lent pendant les 30 premières secondes avant d'arriver à un pic où il plafonnait, et ensuite il avait sa vitesse de croisière à peu près 800 requêtes secondes. Et avec le compilé, avec le natif, on n'avait plus ce moment où on allait préchauffer entre guillemets le Java, on était directement à 800 requêtes secondes. Donc pour des tests de performance sur le long terme, on n'avait aucune différence. Mais je sais que par exemple, pour un contexte d'exécution en serverless, ça aurait clairement son utilité. Mais c'était déjà la conclusion qu'on en avait fait par rapport au compilé natif. Et donc voilà, dans ce sens-là, ça ne va pas révolutionner la consommation d'énergie, mais ça peut révolutionner le serverless. Pour le .NET et Java, en tout cas. Clairement. Après, moi, j'ai trouvé ça un peu, entre guillemets, triste de se dire que, typiquement, tu pars avec un Java pour un projet, tu auras beau faire tout ce que tu souhaites, en fait, tu n'arriveras jamais à atteindre un langage qui est directement compilé dans la logique où c'est vraiment la couche, on va dire, implémentation, entre guillemets, du langage. En fait, on ne pourra pas faire mieux que ce qui est déjà fait, on ne va pas s'amuser à modifier la JVM ou même le principe de base du Java pour avoir les mêmes performances qu'on voulait, par exemple, avoir avec du Rust. C'est qu'en fait, on pourrait avoir appris pendant des années quelque chose et être vraiment bon sur un sujet et dire qu'en fait, on va tout jeter parce que pour des raisons énergétiques ou ce genre de choses. J'ai l'impression d'avoir un plafond de verre. Exactement. En fait, on te vend un peu tous les langages en disant tous les langages sont équivalents parce que on peut tout faire dedans, mais en fait, on se rend compte qu'il y a quand même des petites limitations quand on creuse vraiment très loin que des fois, en fait, pas de bol, on n'a pas choisi le bon ou enfin n'importe quoi, mais après, ça reste pour de la pointe, parce que vraiment, entre 800 requêtes secondes sur du Java et 3000 requêtes secondes sur du Rust, il y a peu de contextes où on a besoin d'avoir tout à fait. Moi,
partage pas tout à fait ton constat. C'est-à-dire que le temps de traitement de la requête unitaire, on l'a vu, qui était Ah oui, bien sûr. Mais après, si c'était si simple que ça, on ferait que tout en reste. Mais voilà. on fait pas. On n'est pas dans l'article là. On n'est pas dans l'analyse qu'on a fait. Mais c'est un sujet dont on pourrait discuter. Vous avez mis combien de temps pour faire l'étude? Je sais pas, on a mis quoi, 8 mois, non? Je sais pas. Bon, pas tant. 6 mois. Ouais, peut-être 6 mois. Après, on a travaillé peut-être à temps temps. plein. Mais ouais, peut-être 6 mois, parce qu'en fait, on était souvent à démarrer un truc, puis se rendre compte que c'était pas pertinent ce qu'on faisait, de retoucher les tâches, de retoucher la manière dont on faisait les mesures, tout ça. Donc, on a mis beaucoup de temps. En fait, ça a été quand même assez long de se déterminer quel était notre protocole de test, sur lequel on était suffisamment solide pour le faire. Et puis, l'analyse des données après, qui a pris un peu de temps quand même, quoi. Ouais, d'ailleurs, il y avait une petite anecdote là-dessus, c'est que je me rappelle au début, on avait fait le Java et le .NET, et on s'était rendu compte qu'il y a quand même une différence significative entre les deux, alors que la logique et la façon d'implémenter les deux langages est similaire. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était principalement lié au fait que sur le .NET, on avait laissé le logging, enfin tous les logs d'afficher, et qu'en fait, on perdait un temps fou avec les logs que le C# avait, vu que c'était vraiment la test de charge très rapide. Et en enlevant les logs, on arrivait à avoir des résultats vraiment très similaires. Fait que ça coûte toujours rien. c'est vraiment des petits détails où on avait entre guillemets pas le choix d'affiner un petit peu quand même les configurations qu'on avait, parce que sinon pour juste le fait d'avoir ajouté des logs quelque part, on allait avoir un langage qui allait être plus bas dans les résultats, alors que c'était pas la vérité, quoi. Si on rentre un petit peu, pour finir ce podcast sur les off, je vais dire, avec en plus nos rubriques d'habitude qui sont le coup de cœur et le coup de gueule, on va démarrer par le coup de cœur. Coup de cœur. Est-ce que vous avez un souvenir à nous partager que vous avez vécu pendant l'étude, quelque chose qui vous a marqué, qui était positif? Les chiffres en voyant le Rust. on savait que c'était performant, mais on s'attendait pas à voir autant. Quand on a lancé les chiffres, on s'est demandé s'il n'y avait pas un problème. On s'est demandé si ça faisait vraiment des choses, si vraiment l'appli elle faisait quelque chose, ou si elle envoyait rien. Et en fait, on avait déjà l'impression d'avoir des chiffres énormes avec le Java, où on était, comme je vous disais, 800 requêtes secondes. Et là, quand on a vu 3000, et que le traitement qui se faisait en 2 minutes, c'était fini en 3 secondes, on était en mode... Ah oui. On a checké tous les logs en disant il renvoie vraiment quelque chose. Ça, il a fait les appels en base de données, lui. Ouais, c'était impressionnant. Puis les pizzas aussi, bien sûr. Les pizzas, c'est vrai que le côté Romain, très bon joueur. On a commandé des pizzas à chaque fois qu'on faisait ce travail entre midi et 2. Première pizza, un peu déçu du goût. Ouais, on a un petit peu oublié Romain. Je suis arrivé pas oublié Romain. On s'est rattrapé par la suite. Il en prenait 2 à chaque fois. Et à l'inverse, du coup, côté coup de gueule. Coup de gueule. Vous avez des souvenirs? Ouais, moi j'en ai plein. Toutes les fois où on lance le truc et tu demandes alors t'as bien lancé la mesure? Ah non. T'as lancé le script? Ah non. Il y avait trop de trucs à lancer en même temps. Ouais, il y a trop de trucs à lancer en même temps, donc on a raté la moitié, donc on a passé la moitié du temps à faire des fausses mesures, tu vois, pour recommencer. Mais au moins, tu vois, c'était randomisé, on essayait de... Il y avait aussi une grosse déception sur le premier wattmètre où on l'a branché et on avait 0 de consommation en fait. Du coup, on en a branché un autre et on s'est rendu compte que l'estimation, comment ça s'appelle, la précision affichée sur le wattmètre, elle était pas bonne. Ouais. Parce qu'en fait, les consommations sont pas énormes, ça se joue en 0,00000 kW. Et du coup, il nous fallait quelque chose de très précis et donc il fallait un wattmètre. Ouais, c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de temps, on a fracassé des prises électriques pour avoir c'est pas facile de faire en fait, c'est beaucoup plus dur de faire un protocole de mesure empirique que ça n'y paraît, parce qu'il faut avoir des choses sur lesquelles on peut avoir confiance dans ce que ça fait, quoi. Ouais. Mais c'était drôle. Après, quand on est dans les coups de gueule, ce que disait Arthur tout à l'heure avec la compilation native Java, j'ai vraiment pris avec beaucoup de peine de me rendre compte que même en essayant de rajouter les couches, de me dire, genre, et là on lance. Je voulais être sûr qu'on pouvait pas, il n'y avait pas une solution miracle quand même, mais en tout cas on n'en a pas trouvé. Genre. Il avait ce petit espoir de rattraper Rust, et en fait pas du tout. Même pas rattraper, mais me dire qu'il y avait au moins un changement, quoi. C'est pas pire. En tout cas, ça vous a donné envie de vous pencher sur d'autres études ou de réaliser d'autres choses de ce goût-là, ou on se dit que c'était un gros one-shot? Ouais, clairement, c'était très très intéressant. C'est des sujets qui sont complexes et il y a beaucoup de choses à chercher. Et si on veut une démarche un peu plus poussée et cohérente, il va falloir pousser encore dans cette direction. Mais c'est hyper intéressant comme sujet. Ça soulève plein de questions aussi, parce qu'on a fait ça. C'est très macro, on n'a pas calculé le temps d'idle du serveur, de combien il consomme quand on n'a fait rien dessus, on a la base de données, on n'avait pas de temps réseau, le temps réseau aussi quand on récupère des requêtes est aussi très important dans le coût de l'électricité, et ça on l'avait pas. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait encore plus disséquer, mais qui prendra encore plus de temps. Donc là on est sur une vision très macro, mais c'est vrai que ça donne envie de se pencher sur chaque petite partie de la consommation, quoi.
Après, moi, personnellement, ça m'a donné envie de creuser pour chercher un langage bas niveau, mais facile à utiliser. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Pour le coup, Nathan, je suis assez d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'on peut raffiner les données, mais en fait, que les ordres de grandeur vont rester les mêmes entre les différentes typologies de langage. Et je me dis, on peut toujours discuter de est-ce qu'on peut optimiser Java et .NET de 5%, mais j'ai l'impression que notre marge d'efficacité, elle sera là. Effectivement, on a envie d'aller vers des technologies plus bas niveau, mais on sait que la difficulté pour y aller est assez importante. Donc moi, ça m'a beaucoup donné envie de continuer dans cette voie, mais ça m'a surtout aussi dit de me dire de tout ce qui tourne autour de la sobriété. C'est-à-dire, ok, maintenant on sait qu'on a des langages sur lesquels on a finalement des planchers qui nous sont donnés ou des plafonds de verre, ça dépend comment on le voit les choses. L'idée, c'est de se dire, est-ce qu'avec ça, on peut quand même réfléchir à tout le reste, l'architecture, la mise en place, le réseau, la fonctionnalité, le développement des fonctionnalités, les patterns de développement qui pourraient avoir un impact. Et c'est sur ça, je pense qu'on va travailler dans les prochains temps. C'est maintenant qu'on sait qu'on a un écart significatif et qu'on est capable d'un petit peu de le mesurer, de se dire comment on peut utiliser au mieux les ressources qu'on a, en tout cas en utiliser moins. Et je pense que dans les prochains temps, on aura un œil beaucoup plus acéré sur ces problématiques-là qui malheureusement ne sont pas enseignées ou très faiblement enseignées. Encore loin, ouais. L'idée, ce sera de faire mieux. C'est ça, toujours. En tout cas, merci à tous les quatre de nous avoir un petit peu raconté votre expérience. Je vous invite, chers amis auditeurs, à aller lire l'étude qu'on mettra en commentaire. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, en tout cas, à nous les poser, que ce soit sur le site ou en commentaire sur les posts. Merci à tous, et puis à tout bientôt. Salut. Ciao. Bye. Salut.